Voilà, on commence et on commence à l'heure. Enfin, ça fait beaucoup de lumière là tout à coup pour moi. Donc pour cette soirée qui va durer jusqu'à 19h et même encore un peu après, puisqu'il y aura un petit cocktail qu'on va partager ensemble et qui permettra de prolonger la conversation, j'espère, entre vous, et peut-être que moi aussi j'aurai envie de la prolonger. En tout cas, je resterai pour ce cocktail. On va avoir des moments d'échange, on va voir des vidéos, on va avoir aussi à la fin des questions donc, de vous, si vous voulez en poser. Donc rappelez-vous, si vous avez des questions, vous les gardez. Et puis le dernier quart d'heure, et j'y tiens, il sera consacré. On va avoir une facilitation graphique. Elle est là depuis le début, elle est assise, elle a l'air toute sage. C'est Anna Lenster qui va s'en occuper et qui va donc nous montrer ce qu'on a dit avec des images. Je ne vais pas parler plus longtemps, si ce n'est pour dire que je suis absolument ravie d'être là ce soir. C'est un sujet qui me tient à cœur, que j'anime une émission de radio, entre autres, et j'écris aussi sur ces sujets d'éducation et les droits de l'enfant, évidemment. C'est un grand sujet aussi pour nous, la presse. Sans plus tarder, je passe la parole à Pierre Salignon. C'est vous qui allez donc prononcer ce mot d'accueil pour l'AFD. Je précise que vous êtes responsable de la division des partenariats avec les organisations de la société civile à l'Agence française de développement. Je crois que c'est le titre tout à fait exact. Ensuite, c'est Isabelle Moret, directrice générale de SOS Village d'enfants, qui prendra la parole avant le premier panel. Merci. Alors, c'est juste quelques mots de bienvenue. On est ravis d'accueillir cette réunion du groupe Enfance dans les locaux de l'AFD. Donc, groupe Enfance qu'on accompagne depuis quelques temps maintenant, peu de temps, et dans cette démarche où, autour des 30 ans après la Convention internationale des droits de l'enfant, vous posez un certain nombre de questions sur comment rendre le sujet de manière plus transversale dans un certain nombre de politiques, de développement notamment. Mais bon, voilà, donc ça peut renvoyer des questions à différents acteurs dans la salle, ONG, ministères, agences françaises de développement et un écosystème qui est riche et varié. Donc moi, voilà, les quelques mots, c'est vous dire bienvenue. Je sais qu'il y a beaucoup d'organisations présentes, beaucoup qu'on soutient dans le cadre du dispositif initiative de l'AFD. En quelques mots sur le dispositif initiative, faut savoir qu'annuellement, il y a à peu près 90 organisations, ONG, associations, fondations ou d'autres formats qui sont bénéficiaires du soutien de l'agence. C'est un dispositif qui est copiloté par le ministère des Affaires étrangères, en lien avec nos collègues de la DGM, la Direction générale de la mondialisation, et le pôle en charge de la société civile. Et dans ce cadre-là, il y a une multitude de choses qui sont faites. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ? Je vais vous donner un petit peu les secteurs. Il y a tout le secteur de la gouvernance. Ça touche aux droits humains. Donc, ça touche potentiellement au sujet de ce soir. Il y a un secteur très important qui touche à l'agriculture, la sécurité alimentaire, les questions autour... des questions de comment on cultive mieux, l'agriculture familiale, tout ce qui va avec. Vous avez ensuite un secteur sur la santé qui est très large. Alors on pourrait y retrouver des éléments à chaque fois touchant à la capacité d'accès de ces populations particulières, des enfants, et puis de comment tout ça est pris en considération. Et puis après, vous avez les secteurs connus. Alors il y a certains qui montent, ça dépend des périodes, mais bon, l'éducation, insertion professionnelle en est un autre. Et puis on a toutes les questions autour de climat, biodiversité, agroforesterie, voilà, plus des activités plus en lien avec des dynamiques de micro-projets. Voilà. Pourquoi j'en parle ? Simplement pour montrer que ces secteurs, ils sont variés et qu'en transversal, ils vont toucher les populations qui elles-mêmes sont très différentes. Donc c'est des familles. Donc quand je dis c'est des familles, c'est des adultes, c'est des femmes, c'est des hommes, c'est des enfants, et avec des éléments de vulnérabilité qui sont souvent spécifiques, qu'il faut savoir accompagner. Donc c'est un sujet auquel on est attentif et sur lequel on imagine que le groupe a à la fois des constats à faire, on va voir la présentation qui va être faite, et puis des recommandations à apporter. Alors certes, avec l'AFD, dans la manière dont on développe des politiques publiques avec les États, dont on accompagne différents acteurs, OSC ou pas, société civile locale, mais aussi en lien avec l'État et
Il faut savoir qu'actuellement, il y a un certain nombre de dynamiques autour d'une stratégie droits humains et développement. Voilà, donc il y a des zones d'opportunité, d'une certaine manière, qui doivent faciliter le dialogue, les échanges. Et donc, c'est ce qu'on va faire ce soir en laissant la possibilité vous laisser la possibilité d'avoir accès à ce lieu, déjà, pour le faire, et puis ensuite participer aux échanges qu'on doit avoir. Donc, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Je vous dis merci d'être là, participez, utilisez le temps qui nous est donné pour ça. Et puis, je vais laisser la parole donc, à notre collègue. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci Monsieur Salignon pour ce mot d'accueil. Donc, je suis Isabelle Moret, je suis la directrice générale de SOS Village d'Enfants, mais je suis aujourd'hui surtout avec vous au titre du fait que SOS Village d'Enfants est le chef de file du groupe Enfance. Et je prends donc la parole au nom des 18 associations réunies ce soir avec nous. Je souhaite d'abord remercier l'AFD pour son soutien financier et sa confiance pour la mise en œuvre du projet du groupe Enfance, et puis également pour la mise à disposition de ses locaux et de son accompagnement dans la construction de cet événement, et notamment de Yann Picou-Laporte, qui est notre interlocuteur et qui a succédé à Emmanuel Caclino, qui nous a également beaucoup soutenus pour que ce projet voie le jour. Nous sommes donc vraiment ravis ce soir de cette soirée ici. Je remercie également l'ensemble des intervenants, des participants, Louise Touré pour la modération et puis Anna Lenzer qui va nous illustrer tout au long de cette soirée nos échanges. Cet événement clôture avec un peu de décalage lié au fait de mouvements sociaux de fin d'année la 4e édition de notre opération annuelle Objectif Enfance. Elle se déroule tous les ans, d'habitude aux alentours du 20 novembre, aujourd'hui cette année avec un peu de retard, pour mettre en lumière la problématique des droits de l'enfant à l'international. En effet, cette année, c'est le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant et le groupe Enfance, et donc dans le cadre d'Objectif Enfance, nous nous sommes mobilisés autour de deux temps forts. Le premier temps fort de cette année, c'est le groupe a contribué à la dynamique interassociative de la Convention aux actes. Cette dynamique a rassemblé 35 associations, ONG, collectifs qui interviennent en France et dans le monde sur l'enfance. Et donc nous avons remis publiquement 12 actes aux décideurs publics, France et monde, pour une meilleure effectivité des droits de l'enfant en France et à l'international. Grâce notamment à la mobilisation du groupe Enfance, la moitié de ces actes, et c'était important, portaient sur la prise en compte des droits de l'enfant dans la politique internationale de l'enfance. Le groupe Enfance s'est également beaucoup mobilisé dans cette dynamique pour l'organisation de la soirée officielle qui a eu lieu le 20 novembre et qui a permis de remettre les actes à des décideurs publics en présence d'enfants, de jeunes et de nombreux participants. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver les actes qui ont été synthétisés dans un petit document et qui sont disponibles sur le site du groupe Enfance. Donc les actes, si vous souhaitez en prendre connaissance, sont téléchargeables. Et puis le deuxième temps fort d'Objectif Enfance pour l'année 2019, c'est donc cette soirée thématique aujourd'hui autour de la prise en compte des droits de l'enfant dans la politique internationale de la France. Avant de vous présenter le groupe Enfance et nos actions plus en détail, je souhaiterais reposer quelques éléments de contexte autour desquels les travaux du groupe Enfance se structurent. Tout d'abord, les ODD et ensuite les droits de l'enfant. Ce sont deux cadres internationaux qui structurent notre travail. En ce qui concerne les objectifs du développement durable, les Nations Unies ont adopté un programme de développement en septembre 2015. Ce programme comprend 17 objectifs de développement durable. Ils sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et permettre à tous les êtres vivants de vivre dans la paix et la prospérité. Le deuxième élément qui structure notre travail, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Vous le savez, le 20 novembre 1989, après 10 ans de concertation et de négociation, l'Assemblée générale des Nations unies
a adopté la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce texte est aujourd'hui le texte le plus ratifié au monde. Un seul État ne l'a pas ratifié, ce sont les États-Unis. Ça en fait le texte donc le plus ratifié. Il contient 54 articles qui rassemblent une quarantaine de droits. Cette convention vise à assurer la sécurité et le bien-être de tous les enfants dans le monde. Elle veille à ce que tous les pays travaillent ensemble pour mieux protéger les enfants et les encourager à participer à la vie en société, dans leur famille, leur école, leur ville. Elle s'articule autour de 4 grands principes directeurs, à savoir la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie, à la survie, au développement et la participation des enfants. Cette convention, elle met aussi en lumière la responsabilité des débiteurs d'obligations, nous tous ici présents, mais aussi les États qui ont ratifié ce texte, à garantir les droits de l'enfant et de permettre aux enfants de pouvoir les exercer. En effet, bien que ce texte ait maintenant plus de 30 ans, la situation est encore très préoccupante dans le monde. Les droits de l'enfant sont encore trop mal compris et ne sont en général pas prioritaires sur le plan politique et budgétaire. Face à ce constat, le groupe Enfance est intimement convaincu qu'investir dans les droits de l'enfant est un levier puissant vers l'égalité, le développement durable et la paix. En effet, si on souhaite atteindre les objectifs du développement durable d'ici 2030, il faut se mobiliser dès aujourd'hui pour assurer l'effectivité des droits de l'enfant. Investir dans l'enfant, c'est investir dans un meilleur avenir. Aussi, c'est face à ces constats que le groupe Enfance de la coordination humanitaire et développement s'est créé en 2014 et se structure depuis. À ce jour, il rassemble 18 ONG. Je ne vais pas tous les citer pour tenir le temps de parole qui m'est imparti, mais vous trouverez là tous les noms et les logos. On contribue ensemble à la défense des droits de l'enfant et à la réalisation des objectifs de développement durable. Nous partageons la conviction qu'une attention constante et soutenue aux enfants et à leurs droits constitue un levier puissant pour amorcer un cercle vertueux vers l'égalité, l'atteinte des objectifs du développement durable et la paix, et nous nous mobilisons ensemble. Depuis ce 1er janvier 2019, depuis l'année dernière maintenant, nous sommes soutenus par l'AFD pour structurer notre projet dans un plan d'action à 3 ans. Nous avons eu la chance de recruter Mélanie Luchtens en qualité de coordinatrice du groupe, appuyée en 2019 par Laura Padias en stage. Je les salue ici et je les remercie pour leur forte mobilisation pour la bonne réussite de ce projet. Ce projet s'articule autour de 3 axes. Le renforcement de nos capacités et des échanges de bonnes pratiques, la conduite d'actions de plaidoyer pour que les droits de l'enfant soient mieux pris en compte, et enfin la conduite d'actions de sensibilisation et de communication autour des droits. Depuis 4 ans, nous organisons, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, donc autour du 20 novembre habituellement, un événement collectif. En 2016, nous étions sur le parvis de l'Hôtel de Ville pour présenter notre exposition Objectif Enfance que vous pourrez voir au moment du cocktail. En 2017, nous étions mobilisés à l'OCDE sur la question de l'investissement dans les droits de l'enfant. En 2018, nous étions à l'Assemblée nationale avec le collectif AEDE autour de la participation des enfants et des jeunes. Et donc, ce soir, réunis ensemble. Je vous remercie pour votre attention et je redonne la parole à Madame Touré, qui va officiellement ouvrir notre table ronde et animer nos débats. Puis j'aurai la joie de vous retrouver tout à l'heure au moment du cocktail. Je vous souhaite une bonne table ronde. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. It's a great pleasure to be here, and many thanks to AFD and the groupe Enfance. Vous allez m'excuser de parler en anglais. C'est un peu efficace pour moi. I will blame the Brexit for that. Now that we are so isolated. I think if you are less than 48 years old, you have grown up under the protection of the Convention on the Rights of the Child, for at least part of your childhood. Am I the only one who is more than 48? A few.
I'm a lot more than 40. But I had nice parents, so I didn't need the protection of the convention, but I think most children still do, unfortunately. We marked the occasion by launching this global report last June to mark the 30th anniversary. I'll just talk very briefly about this. 30 ans des droits de l'enfant est un programme inachevé. Not fulfilled. Why are the rights of children not fulfilled, and how? Well, I think other panelists will talk more to this. I think we have seen historic, unprecedented progress on some rights of children, particularly social and economic rights. We have seen very poor progress in most parts of the world, in most societies, on the political and cultural rights of children, particularly when it comes to their protection from many different forms of violence and their participation in society, their right to be heard, to be taken seriously as to their views and perspectives. I should also mention, even in the areas of progress that have been greatest, there are still vast inequalities between countries and within countries. When it comes to the children from the poorest households, children with disabilities, children without two parents, children of certain ethnicities, children in remote and urban slum areas, etc. I think you all know these inequalities, but we must not forget them. So, looking at the United Nations Convention on the Rights of the Child, as was said, it has been ratified by all countries in the world except one, but it is the most ratified and most quickly ratified human rights treaty in human history. So in that sense, it's revolutionary to, after years of struggle, decades of polemic, initiated really by Save the Children 100 years ago, Eglantine Jebb, the actual concept that children inherently have rights. They're not just objects of charity or pity or compassion or love, but they themselves are born with rights and grow up with the right to be heard and viewed as actors in their own right. This is revolutionary for humanity. You will look at all the historic texts of literature, all the religious sacred texts, you will not find this concept until the 20th century. So in that sense, we want to reaffirm this revolution in the way children are viewed and therefore treated by adults as full people in their own rights, not as mini adults, as they often were in the past. So that is revolutionary. The convention accelerated and gave impetus to domestic reform of legislation, to programs of action, and gradually to platforms where children had the right and opportunity to speak for themselves, but much more gradually than the reform of domestic national legislation. The principles of universality and non-discrimination, the standards by which children need to be treated, all children everywhere on an equal basis without discrimination as to gender, race, and so forth. The call to action is for governments to recommit, both expressly to say the commitment and to act accordingly. Unfortunately, the year of the 30th anniversary last year, we saw very weak and very partial pledges by governments. Not all governments made the commitment, although they were invited to by the Office of the High Commission for Human Rights. You will find on the website about 50 governments that have made commitments, not more. And many of those are very minor, I would say. They are not full-blown recommitments. Even the Committee on the Rights of the Child faced a funding crisis last year. It's unconscionable. The committee was almost about to cancel some of its sessions where it looked at government state party reports on implementing the convention. This is
very discouraging in the year of the 30th anniversary, but it's not too late for governments around the world to pick up their obligations, reassert them, and to rededicate themselves. Unfortunately, what we found in the report is that children are still invisible in many public policies. We looked, for example, recently at the nationally determined contributions on the climate COP, the summit, the Paris Agreement. I'm mentioning this right here. And we found that children are hardly mentioned in these follow-up commitments to the Paris Agreement on climate, on the climate emergency. This is one example of the invisibility of children. I want to mention specifically the many ways in which children are not protected around the world, despite the progress that has been made. 1 child in every 4, a quarter of all children, are still estimated to be affected by conflict and other forms of emergency. 12 million children, almost all of them girls, are married during their childhood, often under forced circumstances, and therefore deprived of their full opportunities and their rights. You know, other data relating to children who are not in school, who do not finish education at this moment. Roughly, UNESCO estimates 120 million children who should be completing an education are not going to complete that education. I won't run through the statistics, you will find them elsewhere. I'm going to finish with a quotation because I think the fundamental part of the revolution for children's rights that was promised by all governments when they adopted the convention in 1989 at the UN and are still obliged under the convention to pursue it, is the opportunity that children require to be heard and to be taken seriously, including in public policy, and to be explicitly visible in public policy. So one of many voices, one of many quotations is from a Zambian boy called Lakson, not his real name. C'est la culture qui considère que les enfants sont inexpérimentés et incapables de participer aux réunions adultes, ça qui exclut les enfants de la participation. So the revolutionary call is not to consider children inexperienced and capable. Children are the experts in their own lives and have much to tell us and inform us about what they require for their rights to be fulfilled. Thank you. J'appuie. Ah, mais oui, ça marche mieux. Donc tout à l'heure, ça ne marchait pas. D'accord. Désolée, 1000 excuses. Merci beaucoup, Richard Morgan. À côté de moi, 2 personnes qu'on va écouter dans un instant, que je n'ai pas pris le temps de présenter au début. Richard Durin, parce que vous allez nous présenter un important état des lieux des stratégies et politiques publiques mises en œuvre par la France. Et puis, à ma droite, Chanceline Gladys Mevowanou, vous êtes une activiste. Alors, je vais juste prendre un petit moment pour dire que oui, ça fait partie des sujets d'éducation, de passer de la révolution au progrès, hein, si je vous ai bien compris. Et moi, à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, j'ai pu lire plusieurs publications. Alors, il y a le magazine Astrapi avec Bayard Presse. Si vous voulez mettre ça entre les mains des enfants, c'est un petit livret magnifique que vous connaissez, je pense, ici. Et un très beau livre puisque vous y avez participé. Et puis Claude Ponty, qui a publié un livre qui s'appelle Enfance, qui fait le portrait d'enfants et d'adultes aujourd'hui parfois, qui ont fait des grandes choses dans leur jeune âge. Et c'est le moment de vous passer la parole, Chanceline. Vous allez nous présenter votre engagement personnel et la façon dont vous vous appuyez sur la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est un travail de plaidoyer aussi pour le droit des filles au niveau communautaire, auprès des dirigeants de votre pays, mais également vous vous adressez aux acteurs de la politique de coopération française. Donc vous êtes au bon endroit. Merci. Avant de commencer, je voudrais remercier le groupe Enfance et Plan International pour l'opportunité qu'il m'a en fait de m'exprimer ici.
Le rapport qui vient d'être présenté, selon moi, énonce très clairement la réalité des droits des enfants dans ce monde après 30 ans de la Convention relative aux droits des enfants. Juste un exemple, après 30 ans de cette convention, encore au Bénin, 3 filles sur 10 sont mariées de force avant l'âge de 18 ans. Et l'éducation pour certains enfants reste encore un privilège, alors que la Convention dit que l'éducation est un droit. Si moi je suis devant vous ce soir, ce n'est pas pour dire des propos pour combler un vide ou pour participer juste à un panel, c'est parce que moi-même je suis un exemple qui prouve que si on investit là où il faut en impliquant les enfants, on peut obtenir des résultats. Je vais vous raconter mon histoire. J'ai grandi au Bénin, dans un village nommé Avrankou, dans le département de l'Ouémé, qui est situé au sud du pays. Et quand j'allais à l'école, j'avais 3 copines. L'une s'appelait Marie, Maouna et Yabo, qui sont des prénoms béninois typiquement. On avait beaucoup de projets, beaucoup de rêves, on aspirait à beaucoup de choses. Moi, je voudrais faire des études en communication. Marie voulait être avocate. Maouna qui voulait être une grande femme d'affaires. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Pendant le cursus, mes 3 amies sont tombées enceintes de façon précoce parce qu'elles avaient entre 15 et 17 ans. Elles ont été l'objet de commérages, elles ont été blâmées et elles ont abandonné l'école parce qu'elles se sont vues contraintes de se mettre en couple avec l'auteur de la grossesse. Pour moi, c'était une injustice parce que l'école a été coupée pour mes amis. Mes amis n'avaient pas en ce moment-là des informations sur la sexualité pour faire des choix sains, alors que c'est le droit pour l'enfant d'avoir accès à l'information. C'est ce que la Convention dit. Il n'y avait pas de mécanisme en place aussi pour permettre à ces filles mères de revenir à l'école après la grossesse qui n'est pas synonyme de la fin des rêves. Pour moi, c'était une injustice et j'ai grandi avec cette douleur et mon engagement est donc né. Vous allez me demander comment est-ce que je me suis retrouvée ici, de la jeune fille qui était au village, naïve, sans opportunité. Comment est-ce que je me retrouve ici devant vous? En classe de 1er à 15 ans, j'ai eu l'opportunité de bénéficier du programme Égalité Genre de Peace Corps des États-Unis. Et pendant 1 an, j'ai été formée sur les droits des enfants, j'ai été formée sur le leadership féminin, j'ai rencontré des femmes inspirantes qui m'ont raconté leur histoire pour m'inspirer, pour me montrer que c'est possible si je me bats. Et à cette époque, déjà, grâce à cette formation, je connaissais mes droits. Je savais que personne ne pouvait me donner un mariage précoce parce que ma place est à l'école, parce que ma place c'est d'évoluer. Je connaissais mes droits et j'étais prête à crier sur tous les toits si mes parents essayaient ou la communauté essayait de me donner un mariage précoce. Et c'est la preuve que si on renforce les enfants, ils peuvent devenir des acteurs importants dans la promotion de leurs droits. Il y a 1 an, avec 2 autres jeunes, j'ai initié le programme Académie des jeunes filles leaders pour permettre aux filles d'avoir cette opportunité que moi, j'ai eue, d'être informées sur leurs droits et d'être actrices de leurs propres droits. Et ce programme a permis aux filles d'être formées comme moi sur les techniques d'oratoire, sur le leadership, pour pouvoir prendre la parole et se défendre. Parce que dans les communautés, les filles sont réduites au silence. Il y a les violences, mais tout le monde dit ne parle pas, il faut juste subir. Il y a une mentalité qui favorise la chosification de l'enfant. On ne considère pas l'enfant comme un être de droit à qui il faut donner de la valeur. Et ça ne fait pas avancer les droits des enfants. Donc je pense que la politique française en termes de développement pour la promotion des droits des enfants devrait investir dans le renforcement des capacités. Ce n'est pas juste une histoire que je raconte. Moi-même, je suis un exemple. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai été formée, je connaissais mes droits, j'ai réclamé qu'on m'implique sur les projets qui me concernent et je suis là. Donc, c'est important pour moi qu'on investisse pour renforcer les capacités des enfants parce que ça va leur permettre d'être acteurs de promotion de leurs propres droits. Il y a une chanteuse béninoise, Angélique Kidjo, que tout le monde connaît, que j'ai eu la chance de rencontrer et qui a dit avec toute son énergie, mais c'est aux enfants de parler, c'est aux enfants de dire leurs souhaits, de dire leurs besoins, car personne d'autre ne saurait mieux l'expliquer à leur place. Et c'est très vrai, il faut écouter les enfants, ils ont des choses merveilleuses à raconter, ils ont des choses à dire pour participer à la promotion de leurs propres droits. Donc les enfants ont une responsabilité, mais nous aussi, et vous aussi, vous avez la responsabilité d'investir pour les outiller. J'ai rencontré Germaine qui est une jeune fille
qui vit dans un village lointain au Bénin, dans le cadre du programme Académie des jeunes filles leaders, qui au départ avaient peur de s'exprimer, qui au départ ne pouvaient pas se tenir devant un public. Et à la fin de ce programme, Germaine a tenu un plaidoyer devant le ministre de la Santé du Bénin. C'était quelque chose de très important et j'ai vu l'espoir. J'ai vu que si on outille les enfants, ils peuvent faire des plaidoyers pour être impliqués dans les programmes qui les concernent. Le deuxième point de mon intervention aujourd'hui, c'est l'implication des enfants dans les projets. Dans la mise en œuvre des politiques et programmes, les enfants sont comme des spectateurs. Oui, ils sont juste utilisés pour participer à des ateliers, pour parler, on les utilise, on les montre comme une farce, mais ils n'ont pas réellement une implication. C'est très important d'investir dans la co-création des projets entre les enfants, entre les autorités et les jeunes. Parce que si les enfants ne sont pas impliqués, les projets ne peuvent pas mieux prendre en compte leurs besoins. Je vais donner un exemple dans le cadre de la Journée internationale de la fille, avec les jeunes activistes au Bénin, avec les ONG et le Fonds des Nations Unies pour la population. On a voulu faire un projet ensemble pour voir ce que ça peut donner. Et on a co-construit une consultation de la voix des filles. On a travaillé ensemble, c'était une belle réussite. Et les jeunes et les enfants ont été associés, ont pensé ce projet, l'ont accouché ensemble. Et ça a donné quelque chose de merveilleux, la preuve qu'il faut impliquer les enfants dans la mise en œuvre des projets. L'autre point de mon intervention ce soir, c'est que les enfants, les jeunes ont besoin d'être constitués en réseau, ont besoin de constituer aujourd'hui une coalition forte pour mener ensemble des projets qui vont porter. Donc un soutien technique et financier à ces enfants, à ces jeunes, vont leur permettre de mieux s'exprimer, parce que nous les jeunes, quand on y va en rang dispersé, quand on n'est pas ensemble, on n'est pas pris au sérieux, notre voix n'est pas écoutée, donc on a besoin de soutien pour être en réseau, pour constituer une coalition forte et mener des actions ensemble pour que notre activisme puisse être impactant et porter réellement. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que nous avons besoin d'être formés pour demander le point aux autorités par la suite. Parce que les autorités prennent des engagements, mais par la suite, ils ne respectent pas. Et les enfants ne sont pas formés pour demander des comptes par la suite. Pour moi, c'est très important qu'on investisse aujourd'hui dans les programmes pour apprendre aux enfants comment demander des comptes aux autorités, comment relancer les actions par la suite. Mon rêve à moi, ce n'est pas juste de participer à des tables rondes, c'est de m'asseoir là où les choses se décident pour moi. C'est de m'asseoir là où j'aurai véritablement une voix. Et je sais que le Bénin en matière d'aide au développement est un pays très prioritaire pour la France et il faut nous associer avec nous. Les investissements iront là où il faut. C'est très important pour moi. Je vous remercie. Merci beaucoup, vraiment. Merci Chancine, mais quelle énergie, j'étais à côté de vous, je l'ai ressenti physiquement. Stéphane Durin-Vaussy, vous allez nous présenter avec énergie des conclusions intermédiaires, oui, pourquoi pas, d'un état des lieux qui n'est pas totalement terminé, mais on en est déjà aux conclusions intermédiaires avec un point de méthode pour commencer, puis une présentation des conclusions pour le moment. Donc. Alors effectivement, une étude qui a été menée entre le mois d'octobre et le mois de février, qui avait un objectif à la fois très simple, très clair, et en même temps très complexe dans son périmètre, qui était en fait d'évaluer la prise en compte de la question des droits de l'enfant dans la politique internationale française. Vous voyez, c'est extrêmement ambitieux. Alors c'était effectivement une évaluation importante. Encore une fois, on parle beaucoup de droits de l'enfant, on parle d'approche fondée sur les droits, mais la question c'est de savoir comment tout cela se concrétise dans l'action extérieure française. Alors, en termes de méthode, ce qu'on a souhaité faire, c'est évidemment regarder les différents textes, les grands textes structurants, les documents stratégiques, je pense notamment au ministère des Affaires étrangères ou à l'AFD qui nous accueille aujourd'hui. Et c'était aussi et surtout regarder comment c'était traduit en termes de financement, en termes d'intervention, en termes d'action concrète sur le terrain. Donc il y a vraiment eu cette double analyse. Donc regarder en gros comment la question des droits de l'enfant
était intégrée ou pas dans les documents stratégiques, et puis surtout regarder aussi comment cette approche s'était traduite en termes d'action et donc en termes de financement. Alors peut-être au préalable, un petit rappel juridique et sémantique. On parle d'approche par les droits, on parle de droits de l'enfant. Donc bien rappeler sur voilà, l'approche par les droits est aujourd'hui le cadre conceptuel qui est principal, retenu au niveau international, qui a un principe fondamental qui consiste à faire effectivement des différents, ce qu'on appelait auparavant, vous savez, les cibles des politiques publiques, les usagers, les destinataires, justement en faire des détenteurs de droits, et même plus que ça, en faire des acteurs du changement. Donc ça, c'est un point qui est hyper important. Se fonde aussi sur la notion d'obligation. Donc concrètement, il y a des acteurs, notamment les acteurs publics, qui soient nationaux ou internationaux, qui sont débiteurs d'obligations vis-à-vis des familles, vis-à-vis des habitants, et donc vis-à-vis des enfants. Et c'est comme ça que ça se traduit en fait en termes d'approche par les droits au niveau de l'enfance. Alors sans revenir sur l'ensemble de la Convention internationale, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il y a des principes directeurs, des principes fondamentaux que je vais rappeler rapidement. Donc il y a évidemment la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. C'est vraiment, j'ai envie de dire, la colonne vertébrale, le principe cardinal de l'approche par les droits fondés sur les droits de l'enfant. Le principe de droit à la vie, à la survie, au développement, le principe de non-discrimination, et puis aussi et surtout la notion de participation. Donc ça a été évoqué de manière effectivement très forte dans le témoignage précédent, la question de la participation, de faire en sorte qu'évidemment les enfants ne soient pas seulement consultés, ne soient pas seulement auditionnés, mais soient des véritables acteurs des programmes qui les concernent. Donc on est bien sur cette double notion, redevabilité, participation, avec effectivement des jeunes qui sont des enfants et des adolescents qui sont titulaires de droits, et avec des différents acteurs publics et associatifs qui sont débiteurs d'obligations. Donc c'est tout cela qu'on essaie de regarder en fait dans les différents programmes. Alors en termes de constats, juste vous restituer des premières conclusions, on a pu faire 3 constats principaux au travers de ce travail donc, qui s'est appuyé sur de l'analyse documentaire et évidemment des entretiens. Je remercie l'AFD et le MAE d'ailleurs pour leur disponibilité. Ils nous ont permis un petit peu de creuser ces questions. 3 constats principaux, c'est que voilà, on relève un paradoxe, c'est que l'approche par les droits est fondamentale, elle est primordiale dans les textes internationaux. En revanche, dans les documents stratégiques français, on la retrouve assez peu. Donc la question des droits de l'enfant n'a pas été suffisamment intégrée à notre sens dans les différents documents stratégiques. Je pense notamment à la stratégie de l'AFD ou la stratégie droits humains qui a été formalisée par le MAE. Donc il n'y a pas effectivement cette dimension droits de l'enfant qui a été suffisamment intégrée à notre sens. Constat aussi important, et là on va rentrer dans des aspects un peu techniques, un peu méthodologiques, mais c'est évidemment fondamental, c'est la question j'ai envie de dire, de la traçabilité des différentes interventions relatives aux droits de l'enfant. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile. On a essayé de faire ce travail, donc on a pu dégager de premières tendances et de premiers chiffres, mais de premiers éléments chiffrés. Il est très compliqué aujourd'hui de pouvoir mesurer objectivement la part des financements qui sont dédiés, non pas à la question de l'enfance, parce que ça, on a pu faire ce travail. Il y a évidemment beaucoup d'interventions, beaucoup de projets, beaucoup de financements sur la question de l'enfance, mais sur la question de l'approche par les droits. Donc concrètement, il est difficile de mesurer aujourd'hui les financements octroyés au niveau international par la France sur cette question des droits de l'enfant, sur cette question de l'approche par les droits dont je rappelais un petit peu le fonctionnement tout à l'heure. Donc c'est évidemment une vraie question parce que ça, en termes de stratégie, en termes de suivi et d'évaluation, ça pose toute une série de questions. Aujourd'hui, il est difficile de répondre à la question de savoir quel est le volume, quel est le montant de financement dédié à la question des droits de l'enfant en matière internationale. Donc c'est évidemment très, très important et un petit peu paradoxal par rapport à tous les échanges qu'on va avoir aujourd'hui. En termes de recommandations, très rapidement, vous donner quelques premières tendances. Ça va être, à notre sens, de bien travailler cette question des droits de l'enfant et surtout de les traduire dans les documents stratégiques. Comme disait aujourd'hui, il y a une approche par les droits de manière générique qui est posée au niveau français. La question, ça va être évidemment de la traduire de manière spécifique sur la question de l'enfance. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir une stratégie droit de l'enfant qui serait posée au niveau
français et qui pourrait ensuite se décliner au niveau international dans les différentes interventions. Premier enjeu. Deuxième enjeu, et ça a été dit il y a quelques minutes, la question du renforcement des capacités, la meilleure connaissance sur l'approche par les droits, l'approche fondée sur les droits en matière d'enfance, donc de s'assurer que l'ensemble des acteurs au niveau international, étatique, au niveau aussi territorial, les différentes organisations de la société civile, que tout le monde ait bien cette culture partagée sur l'approche par les droits de l'enfant. Donc deuxième point. Troisième enjeu, la nécessité aussi de sanctuariser des ressources sur la question des droits de l'enfant, sur la question de l'approche par les droits, donc qui pourrait prendre la forme d'un outil financier dédié, qui pourrait être abondé par les acteurs publics, mais aussi, pourquoi pas, par les acteurs privés dans le cadre du mécénat. Et puis ça va être aussi, et je vais en terminer par là, de pouvoir mesurer systématiquement les impacts, les effets des différents programmes, des différentes actions, notamment à travers le prisme de la question des droits de l'enfant. Encore une fois, aujourd'hui, il est très difficile de mesurer le montant des financements. Il est encore plus difficile de mesurer les impacts de ces interventions. Donc aujourd'hui, la question, répondre à la question, est-ce que la France renforce la prise en compte des droits, le renforcement des droits de l'enfant dans ses interventions et ses programmes? Donc concrètement, il est difficile d'y répondre. On n'a pas les outils évaluatifs pour le faire aujourd'hui, et c'est une vraie question si on s'attache à effectivement traduire les différents objectifs, les différentes obligations de manière concrète sur le terrain. Donc pas mal d'enjeux. Encore une fois, retenez ces éléments, qu'on est sur une approche par les droits qui est encore en chantier, qui doit se traduire sur la question de l'enfance, et puis cette question de la mesure et du suivi, et donc de l'évaluation de ces différentes approches qu'il faudra travailler dans les prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer au deuxième panel, donc avec un petit moment de changement de plateau, mais on le redit, pour les questions, vous serez là avec nous. Donc j'appelle Laura Le Floch, Antoine Boudou et Pierre Salignon, mais ils savent qu'ils doivent venir. Parce qu'il y a une forme d'interpellation dans ce rapport. Merci. Même si ce sont des conclusions qui sont encore partielles, moi je retiens les aspects financiers, parce que voilà, il faut investir, le fait qu'il faut encore faire passer l'idée de cette approche, mais vous savez mieux que moi, dans les mentalités, et pas seulement celle des populations, mais celle des dirigeants, évidemment. Et puis cet enjeu de méthode, en fait, qui est de mesurer l'impact de ces actions, et même de mesurer ces actions tout court, mais c'est vous qui réagissez en premier. Alors je crois qu'il y a vos noms derrière moi. Antoine Boudou, sur les conclusions qui ont été tirées par Stéphane Durin. Je vous laisse la parole à quelques minutes. Ensuite, voilà, et Laura Le Floch réagira, et vous pourrez lui répondre après. On a toute une organisation. Je vous demande de la suivre. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci pour poursuivre l'organisation. Merci. Oui, effectivement, donc il y a plusieurs manières de répondre un petit peu à cette interpellation qu'on a vue en partie 1, mais qui n'est pas spécialement une surprise, puisque cette étude, on l'a conduite ensemble avec le groupe Enfance, avec l'AFD et avec les consultants, dont M. Durin. Donc effectivement, on ne peut que partager cet état des lieux, mais qui, à notre connaissance, n'avait jamais été fait, donc c'est déjà un premier pas. On n'avait jamais été interpellé de cette manière-là par la société civile sur la question spécifique des droits de l'enfant, donc ça nous donne aussi une bonne base de travail. Il y a pourtant des choses qui ont été relevées par la consultance, par la mission de consultance, notamment sur la stratégie droits humains et développement. Et dans les conclusions de l'étude, il y a notamment l'idée de se doter d'une stratégie complémentaire dédiée aux droits des enfants, en plus de la stratégie droits humains et développement. Alors pour rappel, donc, la stratégie droits humains et développement, elle est portée par mes collègues de la mission pour la gouvernance démocratique au ministère des Affaires étrangères, et elle consiste à faire des droits humains, et englobant les droits de l'enfant, mais des droits humains en général, un levier de développement et non pas un objectif final de notre aide au développement. Donc c'est tout un changement méthodologique qui s'applique bien au-delà des droits de l'enfant spécifiquement. Ça peut concerner les droits des femmes, ça peut concerner les droits des personnes indigènes, les droits des personnes LGBT, ça peut se décliner à l'infini. Et je crois que c'est un changement de méthode qui est en cours
évidemment. La stratégie droits humains et développement est à peu près à la moitié de sa période de mise en œuvre et on a déjà mené ce travail de commencer à avoir des retours sur son opérationnalisation. Pardon. Et voilà. Et je pense que c'est un premier jalon, comme le souligne l'étude, effectivement, dans le fait de changer de méthode si je peux rebondir sur sur l'intervention de notre collègue de Plan International, c'est vraiment ce changement de méthode qui est primordial et de passer d'un système de charité à un système d'approche fondée sur les droits et donc qui met au centre la participation. Alors ça, c'est un chantier sur lequel on est extrêmement mobilisé avec nos collègues aussi. C'est la participation, à mon avis, qui est centrale sur cette question. Ensuite, sur la question des financements, je retiens bien aussi les recommandations de l'étude. Effectivement, c'est très difficile d'avoir de la traçabilité sur l'approche fondée sur les droits des enfants, mais elle l'est de manière plus générale aussi sur l'approche fondée sur les droits tout court. Voilà, donc c'est un changement de méthode qu'on conduit ensemble avec la société civile, puisque pour rappel, donc, cette étude qui est financée par le département DPAOC de l'AFD est à la base financée par le ministère des Affaires étrangères qui délègue les fonds qui alimentent ce dispositif. Donc voilà, c'est un petit peu un travail de plaidoyer qu'on a porté conjointement, auquel on est sensible et qu'on prend complètement en compte dans l'amélioration de nos stratégies sectorielles. Donc je ne sais pas si l'objectif ce serait d'aboutir à une stratégie complémentaire sur les droits des enfants. C'est plutôt, à mon avis, l'enjeu là pour les prochaines années. Et grâce à ce plaidoyer que vous êtes en train de porter, ce serait plutôt de voir de quelle manière on peut opérationnaliser la stratégie d'approche fondée sur les droits, spécifiquement sur le public des enfants, par exemple, et d'avoir une méthodologie qui s'adapte en premier sur les droits des enfants pour pouvoir ensuite alimenter aussi l'amélioration de notre approche fondée sur les droits sur les différents publics. À mon avis, c'est ça qui pourrait être un enjeu beaucoup plus opérationnel que de vouloir ressortir une nouvelle stratégie. Que la question soit présente tout le temps, au maximum, et un levier, vous l'avez dit, pour l'égalité des droits, évidemment, pour l'éducation, évidemment, pour la santé aussi. Oui, bien sûr. C'est les premiers sujets auxquels on pense, il y en a d'autres. Oui, mais c'est une stratégie qui a vocation à devenir transversale, en fait, dans toute notre politique d'aide au développement, donc c'est un vaste chantier, mais voilà, qui a effectivement vocation à se décliner sur la santé, sur l'éducation, sur l'ensemble des secteurs dans lesquels nous agissons déjà, parce que c'est aussi un des constats de l'étude, c'est qu'on ne fait pas rien, mais on n'a pas une réflexion et une approche structurée en la matière. Ça, c'est vrai. Et que cette approche structurée compte pour la réussite des stratégies. Pierre Salignon, on vous a entendu tout à l'heure, donc je ne vous représente pas. Réaction à ces conclusions de votre part ? C'est des conclusions, moi je dirais attendues, mais j'attends de voir après le travail terminé. Je pense que la démarche, elle est positive, elle est soutenue par le groupe et par un certain nombre d'acteurs. Moi, il y a des petits constats que j'aimerais faire. C'est par-delà le côté volontariste, je fais un constat sur le dispositif de soutien aux initiatives des organisations de la société civile. Donc c'est un dispositif un peu particulier, c'est les organisations qui déposent un certain nombre de projets. En parlant avec Yann avant de venir là, on se rend compte qu'on a une trentaine de projets, mais qui sont essentiellement sur la question des enfants, sur une réponse aux besoins. Et si on cherche bien, on en a 4 qui sont fondés sur une approche par les droits. C'est intéressant parce que la question de l'approche par les droits, voilà, la question de l'approche par les droits est un vrai sujet et nécessite de la formation. De la formation, je dirais, parmi les différents acteurs, parce qu'on discuterait de ça ici. Je ne suis pas sûr qu'on sache tous ce que c'est l'approche par les droits et comment ça se décline et qu'est-ce qu'on en fait. Donc c'est un vrai sujet autour du plaidoyer que vous êtes en train de porter, qui est comment on renforce les capacités des acteurs et comment on est dans une logique de transformation par ce biais-là. Donc ça c'est un sujet qu'on a, nous, quand on en discute dans l'équipe, par exemple, pour même délimiter la démarche. Puis le deuxième élément que j'ai retenu en vous écoutant et en écoutant votre témoignage, qui est très fort,
voilà, et que vous portez, et voilà, c'est très bien, et il faut que ça se répète, il faut que cette manière, d'une certaine manière, inversée de comment on parle des droits de l'enfant, ils sont moyens, grands, petits, mais donc il faut donner la parole à ceux qui sont directement concernés. Moi, je me suis dit, mais bon, très bien, on parle de tout ça, mais c'est quoi les projets, au fait, qu'on est en train de financer? Alors j'en ai plein, hein. Bon, il y a des éléments de contexte. La fermeture des écoles au Burkina Faso, c'est un sujet petit, grand, moyen, mais il y a beaucoup d'acteurs de la société civile qui sont présents ici. Comment on fait pour maintenir cette capacité, pour en faire un élément de dialogue avec l'État, pour sécuriser des espaces leur permettant d'avoir accès à l'éducation dans des contextes de vulnérabilité particulièrement forts. Je pense à tout le projet, notamment... vous voyez, c'est des entrées indirectes, mais on est en partenariat avec le prix Nobel de la paix, professeur Mukwege, sur la RCA, sur les violences sexuelles. De quoi on parle? On parle bien d'enfants, hein. On parle bien, certes, de jeunes filles, on parle de femmes, mais on parle d'enfants exposés à la dérégulation, d'une certaine manière, l'absence, la prédation, l'absence d'État, de capacité de justice, de protection. C'est bien ces sujets-là auxquels on est confronté. Et donc, c'est comme ça qu'on accompagne un certain nombre de partenaires dans la salle, mais de partenaires nationaux. Je pense à la question des enfants des rues, parce qu'elle a été abordée tout à l'heure. Je vois le travail qui est fait sur la RDC, ou avec le SAMU social international, etc. Voilà. Donc, il y a plein d'endroits, en fin de compte, où on est acteur, on accompagne la société civile, on essaye de faire ces mutations. Il y a un sujet qui est comment on accompagne après les politiques publiques des États directement concernés. Et c'est vrai que les approches sectorielles, on pense éducation, santé, différentes, etc., peuvent oublier la question des droits de l'enfant. On le voit bien, il y a des problèmes de maturité vis-à-vis de nos interlocuteurs. Donc le plaidoyer société civile internationale, il est central, mais le plaidoyer national, il est fondamental. Et puis d'une certaine manière, c'est comment on amène les États à formuler la demande en disant, en question de protection, d'éducation, accompagnez-nous pour changer en fin de compte les politiques publiques, voir les dynamiques d'investissement, qu'elles soient publiques, privées. Et donc ça, c'est un sujet qui résonne, parce que quand on parle de gouvernance à l'Agence française de développement, c'est bien de l'accompagnement, c'est bien l'accompagnement de politiques publiques. Et il ne se fait pas entre un opérateur de l'État français et un État étranger. Il se fait bien dans un écosystème où on a des acteurs, société civile, qui soient individuels et collectifs, qui sont promoteurs, d'une certaine manière, de la demande. C'est-à-dire, écoutez-nous, formulez les besoins et voyons comment on peut faire évoluer tout ça. Donc voilà, moi, si je dois résumer, je pense que le plaidoyer, il est essentiel. On l'accompagne. Il peut amener à des évolutions de politique et de stratégie au niveau national. Ça se joue à l'international, mais ça se joue beaucoup localement. Et oui, penser local, penser global, agir local. C'était un slogan qui est développé dans un autre contexte, mais qui fonctionne assez bien ici. Laura Le Floch, chargée de plaidoyer au Secours islamique France. Vous êtes aussi référente du groupe de travail plaidoyer du groupe Enfance, c'est-à-dire si c'est votre spécialité. Vous allez mettre en perspective aussi ces recommandations avec vos demandes et puis des actions qui sont développées aujourd'hui. Et un joli PowerPoint aussi. Ah, peut-être pas. Non, pas de PowerPoint. Alors, on vous écoute et on vous regarde, vous. Bonjour à toutes et tous. Merci. Donc, comme les précédents panélistes l'ont dit, M. Durin également, effectivement, la France, elle a souscrit, elle a mené des initiatives sur l'enfance et qui contribuent à la réalisation des droits de l'enfant. Donc il y a beaucoup de choses qui existent, beaucoup d'éléments positifs. Je pense notamment sur les sujets de protection des enfants dans les conflits armés, où la France a été à l'initiative. Aujourd'hui, le gouvernement s'engage beaucoup sur l'éducation, sur les thématiques de la santé maternelle et infantile. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets, de programmes qui existent sur l'enfance et qui concourent à la réalisation des droits de l'enfant. Cependant, on relève effectivement ce paradoxe, il n'y a pas encore une affirmation sur le plan stratégique autour des droits de l'enfant. Donc il n'y a pas de cadrage stratégique sur les droits de l'enfant, il y a quelques documents plutôt datés qui ciblent plutôt des secteurs particuliers et qui n'adoptent pas justement cette approche fondée sur les droits de l'enfant.
Et par ailleurs, dans l'ensemble des documents qui cadrent cette fois-ci l'action de solidarité internationale de la France, on voit bien aussi que les droits de l'enfant n'apparaissent pas du tout comme une priorité, ni comme un enjeu transversal encore aujourd'hui. Donc ça entraîne finalement une absence de lisibilité de l'action de la France sur les droits de l'enfant, tant auprès de ses partenaires, qu'ils soient en France ou à l'international, et aussi au sein de l'État finalement. Et cela impacte vraiment la priorisation des droits de l'enfant, tant sur le plan financier que sur le plan opérationnel, le plan programmatique. Alors effectivement, c'est un enjeu, je pense que les témoignages, les interventions précédentes, le témoignage de Chanceline l'a bien mieux rappelé que ce que je vais vous dire dans les points qui suivent, mais il s'agit avant tout, bien sûr, de prendre en compte la vie des enfants. C'est une population vulnérable. Et agir pour garantir leurs droits est une responsabilité de tous. D'ailleurs, la France, en vertu de l'article 4 de la CIDE, a aussi une part de responsabilité pour soutenir ses États partenaires pour qu'ils réalisent les droits des enfants. Par ailleurs, la réalisation des droits humains, qui est un enjeu pour le ministère, pour la France, est conditionnée finalement à la réalisation des droits de l'enfant. Il faut penser à l'impact sur le long terme. On ne peut pas réaliser les droits humains si... si les adultes n'avaient pas, une fois enfants, accès à leurs droits, accès à l'éducation, s'ils n'étaient incapables de s'exprimer, s'ils ne peuvent pas participer aux décisions qui les concernent. Et dans la même continuité, bien sûr, on l'a déjà rappelé, agir pour les droits de l'enfant permet d'atteindre plus efficacement les ODD. Donc là, on est aussi sur l'efficience de l'aide. Isabelle l'a bien rappelé en introduction. Donc, agir pour les droits de l'enfant va procurer un fort impact au niveau des familles, des communautés, de l'environnement en général autour de l'enfant. Donc c'est vraiment essentiel d'investir dans les droits de l'enfant. On voit bien qu'il y a un retour social élevé en travaillant sur les droits de l'enfant. Donc ça a été largement documenté par différentes structures, le Comité des droits de l'enfant, les agences des Nations Unies. Je pense qu'on est tous ici d'accord là-dessus. Et aujourd'hui, dans les pays pauvres prioritaires ciblés par l'action française, on voit bien qu'on est face à de nouveaux enjeux aussi, des enjeux démographiques, des enjeux socio-économiques, des enjeux sécuritaires. La jeunesse est une priorité aussi de l'action de la France à l'international. Et on est aussi face à la restriction des espaces de la société civile parfois, une remise en cause aussi de l'universalité des droits. Donc je pense que les droits de l'enfant aussi sont un levier à terme vraiment pour assurer la bonne gouvernance démocratique et combattre les inégalités et l'inclusion sociale de tous. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc face à tous ces éléments, le groupe Enfance a déjà une première recommandation à émettre. Les droits de l'enfant, pour nous, doivent vraiment être consacrés comme une priorité transversale de la politique de solidarité internationale de la France et doivent être intégrés dans les cadres stratégiques du ministère et de l'AFD, bien sûr. Alors là, il y a une opportunité très concrète. Il s'agit de la LOPDSI, la loi sur la politique de développement de la France, qui va devoir être adoptée cette année. Donc là, je m'adresse aux parlementaires qui peuvent être présents dans la salle ici ce soir, puisque pour le moment, dans le projet de loi qu'on a pu avoir, les droits de l'enfant ne sont pas mentionnés. Donc là, on revient encore sur l'invisibilité des droits de l'enfant que mentionnait Richard Morgan. Donc, messieurs, mesdames les parlementaires, vous avez la responsabilité aussi d'intégrer dans ce texte véritablement les droits de l'enfant pour en faire vraiment une priorité transversale de l'action de la France à l'international. Donc cela étant dit, comme la seule reconnaissance dans les textes, ce n'est pas suffisant. Là, on en vient à la méthodologie. Comment faire dans nos programmes? Comment intégrer l'approche basée sur les droits de l'enfant dans les projets? Donc là, c'est évidemment l'approche basée sur les droits de l'enfant qui est l'approche la plus pertinente. Il faut considérer l'enfant de manière holistique, le considérer comme un détenteur de droits, renforcer ses capacités pour qu'il puisse revendiquer ses droits, qu'il puisse participer aux décisions qui le concernent, et bien sûr renforcer aussi les capacités des acteurs responsables de garantir ses droits. Donc cette approche, elle est déjà promue depuis un certain moment au niveau international, comme disait Monsieur Durin. Donc il faut la mettre en place. Elle a vraiment une valeur ajoutée en termes de durabilité, d'efficience de l'aide, bien sûr, et d'appropriation aussi par les parties prenantes. Parce que là, on essaie de traiter vraiment les causes profondes des violations des droits et d'apporter des changements dans les pratiques, dans les politiques, de façon durable, afin d'améliorer la vie des enfants de façon durable. Donc on pense
la réalisation des droits dès la conception des projets. Ça, c'est essentiel et c'est vrai que c'est un changement méthodologique pas simple à faire, pas évident. Mais on pense qu'on peut l'instiller progressivement, en tout cas dans des contextes même qui, à première vue, ne sont pas favorables à la réalisation des droits et même parfois réfractaires aux notions des droits de l'enfant, des droits humains. Je pense à une action qu'on mène, nous, au Secours islamique France, au Mali, au Sénégal, notamment dans les écoles coraniques auprès des enfants talibés, où la question des droits de l'enfant n'était pas évidente à distillé, mais finalement, au fur et à mesure, en travaillant sur l'ensemble de la chaîne de responsabilité des débiteurs d'obligations, de l'État, en passant par la communauté, les maîtres coraniques, on arrive vraiment à avoir un impact concret sur la réalisation des droits des enfants. Voilà, donc, et c'est une approche qui est complémentaire, justement, parce qu'on agit avec les communautés, mais aussi avec les pouvoirs publics sur le changement des politiques publiques. Donc c'est là où on peut avoir une approche vraiment complémentaire et être beaucoup plus efficace. Et effectivement, vous l'avez dit, cette approche est encore très peu utilisée. On est encore sur une approche trop fondée sur les besoins. Et ça, on le sait, tant les opérateurs de l'État que nous, organisations de la société civile, on développe encore assez peu cette approche et on tend à s'améliorer. Donc à ce sujet, déjà, on a d'autres recommandations à faire. Le groupe Enfance recommande de renforcer cette culture institutionnelle, finalement, en faveur des droits de l'enfant. Donc faire de la formation, justement, former les acteurs publics, les opérateurs de l'État et aussi les organisations de la société civile aux droits de l'enfant et à l'approche basée sur les droits de l'enfant. Et impulser, justement, cette opérationnalisation dans les programmes. Et donc là aussi, il y a cette opportunité qui nous est donnée avec la stratégie droits humains et développement. Donc on salue vraiment cette initiative et on pense que c'est vraiment un levier ici pour intégrer les droits de l'enfant, mais comme une cible véritablement dans les activités de cette stratégie pour faire en sorte que la question des droits de l'enfant soit vraiment une question transversale. Donc là-dessus, il faut aller plus loin et je pense que aussi on va continuer à échanger sur cette stratégie ensemble. Le groupe Enfance participe aux travaux autour de son plan d'action. Donc on continuera à porter ce message sur ce travail ici. Et enfin, je voulais justement un peu parler aussi des initiatives concrètes qu'on mène au niveau du groupe Enfance pour l'opérationnalisation de l'approche par les droits de l'enfant. On cherche à améliorer nos pratiques, donc c'est aussi tout l'objet de notre programme financé par l'AFD. On les remercie. On travaille à comment intégrer en fait l'approche basée sur les droits de l'enfant dans nos stratégies déjà. On échange sur les politiques de sauvegarde de l'enfant au sein de nos structures. On a pu faire des formations on va chercher à diffuser dans nos propres structures en interne en fait cette approche basée sur les droits de l'enfant. Et nous sommes en train aussi d'élaborer une checklist, vraiment une liste de critères pour intégrer l'approche basée sur les droits dans les programmes de nos organisations, dans nos logiques d'intervention. Donc ça, c'est un travail de longue haleine et on va diffuser bien sûr cette checklist guide-outils. Et on espère que ça permettra d'impulser une réflexion plus globale aussi avec d'autres organisations de la société civile et aussi avec les opérateurs de l'État. Enfin, il y a beaucoup de... Je voulais exprimer en tout cas la volonté du groupe Enfance qui souhaite vraiment échanger avec les pouvoirs publics, l'AFD, l'ensemble des organisations sur ce sujet. On pense qu'on est déjà dans une excellente dynamique, en tout cas de co-construction, et on veut poursuivre les échanges. Il y a beaucoup encore de questions en suspens. On s'interroge sur les leviers d'action pour vraiment améliorer la prise en compte des droits de l'enfant. Quels sont les blocages finalement et comment on peut surpasser tout cela ensemble. Quelle méthodologie serait la plus adaptée ? Et il y a une autre question aussi, quel serait vraiment le momentum politique aussi pour que l'impact des politiques d'aide au développement sur les droits de l'enfant soit suivi, évalué aussi. Ça, c'est un autre sujet qu'on ouvre ici ce soir en perspective. Donc on a en tête par exemple le marqueur genre qui existe. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir aussi un marqueur droit de l'enfant ? Voilà, donc c'est beaucoup de réflexions qui se passent au niveau du groupe Enfance et on espère pouvoir continuer à échanger là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Voilà.
Merci beaucoup, Laura. Vous m'aviez prévenu que ça allait un petit peu dépasser, mais vous avez fait l'effort de parler super vite. Donc, reprenez votre souffle. On va passer aux questions rapidement. Juste si vous avez, Antoine Boudou, des réponses à ces recommandations. De même, Pierre Salignon, en un ou deux mots. Ou si vous voulez, on laisse tout de suite la parole à la salle, puisqu'on est dans les... Il y a juste un élément sur la question des indicateurs, c'est un vrai sujet. Mais il n'y a pas de raison. On y arrive, on progresse sur le genre. Pourquoi ne pas progresser sur la question des droits de l'enfant ? Voilà, donc c'est toujours après la question de comment on fait ces indicateurs, comment on les suit, qu'est-ce que ça veut dire. Mais voilà, à partir du moment où on est sur la question de l'approche par les droits et la question des enfants, le sujet est posé. Mais c'est justement l'enjeu, ce serait alors d'avoir un indicateur aussi sur l'approche par les droits en tant que tel. Et ça fait l'objet de toute façon du plan d'action de la stratégie droits humains et développement qu'on est en train d'opérationnaliser. C'est fou de se dire qu'il faut attendre tant de temps pour que la stratégie, mais c'est peut-être parce qu'on a tous évolué qu'on peut le penser comme quelque chose de simple, que dans nos stratégies de développement, toutes ces questions de genre et d'enfance doivent être tout le temps présentes. Parce que finalement, ça paraît être la base. Et le fait qu'aujourd'hui, ça me paraisse être la base, ça montre qu'une partie du chemin a été fait. Je ne suis pas vraiment un indicateur, mais n'étant pas spécialiste comme vous, ça permet de mesurer que ça porte. Je crois que Chanceline voulait réagir éventuellement aux propos qui ont été tenus, ou alors est-ce qu'il y a des questions ? Ou Richard ? Il y a voilà, merci de lever la main, et on va vous passer le micro dans un instant. Alors, madame, désolée pour cette petite hésitation. Alors, on ne garde pas forcément les mêmes personnes. Si vous voulez, madame qui était devant, si vous voulez bien maintenir votre main levée pour qu'on vous voit pour tout à l'heure, pour que vous puissiez aussi intervenir, bien sûr. Alors, je vais vous demander de vous lever. Merci. Claire Brisset, je pense ici parce que j'ai longtemps travaillé pour l'UNICEF et aussi parce que j'ai été défenseur des enfants en France. Voilà. Alors, je voulais juste faire une remarque et poser une question. La remarque, c'est que moi, je me souviens, il y a 30 ans, je travaillais pour l'UNICEF, j'étais à Genève, où la convention a été élaborée. Et je mesure, quand je vous entends, le travail énorme qui a été fait, qui fait que maintenant, les droits de l'enfant sont devenus un objet politique, au vrai sens du mot politique. Et tout ce que vous avez tous dit, là, le démontre vraiment. Et donc, c'est vraiment, ça fait plaisir d'entendre ça. Mais j'ai une question. Je travaille aussi pour l'Organisation internationale de la francophonie. J'organise des séminaires pour eux. Donc la francophonie doit aussi, je pense, participer intellectuellement au travail qui est fait ici. Mais ce n'était pas le sens de ma question. Ma question portait sur l'Europe. On a tous nos pays, les pays européens ont une politique nationale de développement. Il y a aussi une politique européenne de développement. Et je voulais savoir si les efforts de la France, puisqu'on est ici à l'AFD, permettraient éventuellement aussi d'intégrer une démarche européenne dans ses propres efforts, parce qu'il est illusoire, étant donné l'immensité des besoins, d'agir seul. Je pense qu'un pays ne peut rien faire seul. Et voilà, ma question portait sur la politique européenne de développement au profit des droits des enfants, si elle existe. Merci beaucoup, Madame Brisset. Antoine Boudou, du ministère des Affaires étrangères. Alors, je ne sais pas si l'Union européenne, à l'image de la France, s'est dotée d'une stratégie d'approche fondée sur les droits. Il y a certains pays européens qui le font dans leur aide bilatérale au développement, notamment les pays nordiques, qui ont adopté depuis longtemps en fait, cette approche fondée sur les droits, et nous-mêmes qui sommes en train de le faire, on se nourrit beaucoup du travail qui a été fait par ces pays-là, mais je ne suis pas sûr que l'équivalent existe au niveau européen, notamment parce que, comme vous l'avez dit en introduction de votre question, en fait, c'est devenu un objet politique et que l'ensemble des pays européens ne sont pas forcément non plus d'accord sur ce qu'il faut mettre derrière les droits de l'enfant et sur la manière de guider l'aide au développement européenne sur la question. Oui. Merci de votre intervention. Et puis vous êtes quelqu'un qui a marqué de sa patte ce combat. Donc merci d'être là et de votre prise de parole, même si vous auriez beaucoup de choses à nous raconter, je pense. Deuxième élément, moi je vais regarder ça du point de vue de la société civile. On voit bien que le rapport que vous avez présenté, il est porté par les plus grandes organisations internationales ou réseaux internationaux autour des questions des enfants. Et je pense que
vous avez complètement raison de pointer du doigt qu'à la fois c'est un sujet international, donc c'est un sujet européen. Et donc c'est pratiquement une recommandation que vous faites dans la manière dont on discute autour d'un groupe, que le sujet, certes, renvoie des questions à la France, mais au-delà. Et on sait les interconnexions aujourd'hui nécessaires sur ces sujets. Moi, je le vois beaucoup sur des collègues d'acteurs bailleurs bilatéraux. Ils sont exactement dans ce que tu viens de décrire sur... on pense aux ODD, on a une multitude d'entrées sectorielles encore, on a des indicateurs multiples, il y a des phénomènes d'éviction. La question des enfants, elle est là. La question des droits de l'enfant et de l'approche par les droits est un sujet qui est complètement, qui est abordé de manière très différente suivant les interlocuteurs. Et donc c'est pour ça que je parlais de formation tout à l'heure. Je pense que mais c'est vraiment pas un détail. C'est-à-dire que on part de loin quand on parle de la question de l'approche par les droits. Oui, mais alors, il n'y a pas en Europe, je me permets, il n'y a pas que l'aide au développement, il y a des sujets européens, par exemple les enfants migrants, et c'est tout à fait brûlant d'actualité, parce qu'on voit dans des campements qui sont gérés par des organisations internationales et des ONG, et qu'il y a un non-respect effectif du droit de ces enfants. Ça concerne aussi le sol français. Ça pourrait être aussi une question européenne. Est-ce que ça laisse suffisamment de faire respecter les droits de tout le monde, mais aussi les droits des enfants qui ne sont pas toujours soignés comme il se doit, scolarisés comme il se doit. Je ne suis pas totalement spécialiste de la question, mais on voit passer des informations qui sont extrêmement inquiétantes sur le sort de ces enfants, parfois des tout petits enfants. Ça, je n'ai pas spécialement la réponse à cette question. Avec Pierre Sélignon, on est plutôt spécialiste de l'aide au développement vers les pays prioritaires de l'aide au développement, qui sont en fait tous situés en dehors de l'Europe. Mais oui, c'est un vrai sujet. Et évidemment que à l'échelle européenne, il y a des recommandations qui sont faites aux différents pays, comme dans tout cadre multilatéral, qui peuvent aborder les droits des enfants. Et par exemple, si on prend la question de la France, du coup, ce serait plutôt aux autres pays de nous interpeller sur la question, et pas au ministère des Affaires étrangères d'interpeller le ministère de l'Intérieur, par exemple. Effectivement, mais ça pose des questions. Mais ces questions, moi, elles me percutent comme observatrice. Oui. C'est la question des droits des enfants, que ce soit à l'international ou ici, le sujet est le même. Et on le voit sur les campagnes de l'UNICEF ou d'autres acteurs présents ici dans la salle sur les sujets en France. On voit bien que tout ça est interconnecté. Donc le sujet, il n'est pas nouveau. Il est important que la société civile s'en empare. Il est important qu'il y ait un accompagnement des acteurs pour faire évoluer les principes. Et puis après, il y a les arbitrages, il y a comment on opérationnalise la stratégie droits humains et développement. Donc ça, c'est un vrai sujet. L'opérationnalisation, c'est par où on rentre, c'est quoi les indicateurs de suivi, c'est quoi les sujets, c'est quoi les populations. Donc c'est intéressant de voir que ce dialogue, il a lieu aujourd'hui et qu'il est peut-être insatisfaisant. Vous avez parlé de progression. Moi, je suis persuadé qu'on a beaucoup progressé. Mais il est certain qu'on est dans un environnement et des sociétés très clivées où on aurait tendance facilement à oublier le sujet parce qu'il n'est pas vu comme prioritaire et qu'il faut le remettre régulièrement sur la table. On rentre par l'éducation, on rentre par la jeunesse, on rentre par les violences sexuelles, on parle bien des droits des enfants ou pas? Ben oui, on en parle, mais peut-être de façon indirecte. Alors madame, on ne vous oublie pas, Richard Morgan, je pense que vous vouliez répondre à Claire Brisset. Et on ne vous oublie pas. Et on a le temps. Dites-nous. Merci. Ça marche? Ça marche. Okay. Sorry, my back is turned. I apologize. 3 things. Firstly, just to inform that the 6 chief executives of the Child Rights Now or Joining Forces group are in this week meeting with the European Commission and members of the European Parliament to talk about the child rights agenda. So that is an effort that is continuing at the level of the European Union institutions. Secondly, it's interesting, I worked in Africa for 20 years and during that time the African Charter on the Rights and Welfare of the Child and its Oversight Committee have been functioning. Now is this year the 30th anniversary of the African Charter.
against which African countries report periodically. So that mechanism is strong in Africa. It's not as strong as we would like it to be, but it exists and it continues. So this is not only, let us say, a northern or European phenomenon, the question of child rights. It is something that has now quite significant roots and adherence elsewhere in the world as well. Thirdly, on the question of indicators for a rights-based approach, forgive me because I've worked on this for some time, but I have just 4 quick points to make. Firstly, the indicators attached to the Sustainable Development Goals, the ODD, are very helpful, but they need to be properly disaggregated, and more needs to be done according to the characteristics I was describing of wealth, disability, ethnicity, location, and so on. They will be valuable for child rights to the extent that they are disaggregated. Secondly, they need to be supplemented with the kinds of issues that are not yet captured by household surveys, particularly around children's participation. And I know, for example, UNICEF are continuing to do work on this, on new indicators for participation and protection. Thirdly, household surveys need to cover all children, not only those who live in conventional households. You mentioned, for example, children living on the streets who are not living in recognized residences, who don't have birth certificates and so on. These children governments need to do more to capture the situation of these children in surveys, to do special surveys. And fourthly, as I was saying before, is not only quantitative indicators, but also indicators that are qualitative and reflect the views and voices of children themselves. So we have to devote the time and effort and resources to sit with children, to listen to children, to capture their views. And in my view, these data are just as valid as our statistical data as well. So with those 4 elements, we can together, building on the ODD indicator system, really have more of a rights-based approach to monitoring the rights of children. Thank you so much. Chanceline, vous parlez à Madame attend depuis longtemps, et puis on vous reprend. Allez-y. Merci. Bonjour, merci de me passer la parole. Je suis Madame Barry, présidente de l'association Tamaou, l'Espoir pour les handicapés de Guinée-Conakry. Je suis guinéenne et de tous les pays d'Afrique. Voilà, je dis bravo à la jeune fille qui s'est défendue tout à l'heure. Je suis fière. Et j'espère qu'il y aura d'autres jeunes filles qui vont se lever pour en parler. Je peux en parler aussi parce que je suis passée par là. Donc voilà, et je voulais vous poser une question, puisque moi je me bats pour la cause des personnes handicapées. Et je voudrais savoir aussi, dans ce projet pour l'enfance en Afrique, je suis très contente pour ça, et je voudrais savoir si les enfants handicapés font partie, puisqu'on n'en a pas encore parlé. Voilà. Qui veut répondre? C'est pas une réponse. Moi, c'est un éclairage. Il se trouve que j'étais à Lyon il y a 2 jours et qu'on a passé l'après-midi avec Handicap International à parler de la question du handicap, de l'enfance. Donc il y a un certain nombre d'acteurs très, très mobilisés et d'autant plus mobilisés qu'ils ne sont pas extérieurs aux sociétés dans lesquelles ils interviennent. Ils essayent notamment de développer des associations directement des personnes concernées, que ce soit les enfants, les adultes. Et le handicap est un vrai sujet, notamment dans vos régions, en termes d'oubli des politiques publiques, en termes de stigma, en termes d'accompagnement à l'école. On pourrait le prendre par tous les scénarios. Donc vous avez raison de parler de ces vulnérabilités associées à déjà un statut dans lequel on n'a pas la parole, on n'a pas de droit, où il faut les revendiquer. Et vous avez raison de pointer cet élément-là, parce que de fait, ça ramène un peu on ne parle pas simplement d'une question de droit, en fin de compte, ou de normes, ou de quelque chose de détaché. On parle d'individus directement concernés au quotidien, à l'accès aux soins, à l'éducation, à la protection. Et peut-être, permettez-moi, mais sur la remarque sur les indicateurs, elle était très importante, parce que ce n'est pas des indicateurs froids. On parle bien d'un environnement où il faut s'arrêter sur les environnements des familles, sur les approches
qualitatives sont centrales, communautaires, donnant la parole à voilà, ces approches inversées où des fois les systèmes peuvent être un peu froids dans la manière de regarder les choses et d'essayer de les rendre opposables, lisibles, de façon plus ou moins organisée. Oui, et juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Pierre, la question de Madame aussi, en fait, c'est un petit peu la même question que celle d'inclure les droits des enfants dans l'approche des droits en général, et ensuite de désagréger, et puis de se rendre compte qu'en fait, le but, c'est bien de toucher tout le monde avec une approche fondée sur les droits, c'est pas de laisser d'un côté les handicapés, d'un côté les enfants, d'un côté les femmes, etc., c'est d'arriver quand même à toucher tout le monde. Et après, la deuxième chose sur laquelle je voulais réagir, c'est que, en fait, c'est tout l'intérêt aussi du partenariat qu'on a avec vous autres organisations de la société civile, que ce soit en France ou en Guinée ou au Bénin aussi, évidemment, où nous avons des ambassades qui sont aussi en lien permanent avec les organisations locales. Et en fait, c'est là qu'est tout l'enjeu de manière générale. On le voit, si les pouvoirs publics sont interpellés par la société civile, il y a un travail commun qui peut se construire, il y a une question qui peut émerger, un sujet qu'on peut construire ensemble, et c'est tout l'objet du groupe Enfance. C'est tout à fait pour ça que c'est intéressant pour le ministère et l'AFD de soutenir le groupe Enfance dans la démarche d'aujourd'hui. C'est parce que on a besoin aussi de cette interpellation, on a besoin que se structurent des ONG qui sont spécialistes de la question, avant qu'il y ait cette initiative de plaidoyer sur les questions de l'enfance. Je ne suis pas sûr qu'il y avait un autre équivalent qui a été mené par les ONG françaises en la matière. Donc c'est déjà un premier jalon. Si demain on a une structuration identique parce qu'on se rend compte que la question des droits des personnes handicapées ou bien des enfants handicapés est moins prise en compte, c'est aussi le rôle de la société civile de nous aider à pointer du doigt ces questions-là pour qu'on puisse ensemble aussi travailler sur une réponse plus adaptée à des besoins qui sont encore plus spécifiques. En tant que spécialiste de l'éducation, je me permets, cette politique d'accueil des enfants handicapés, elle n'est pas du tout parfaite en France, mais là où elle est bien menée, on s'aperçoit évidemment qu'elle est profitable à tous, et c'est là où la question est hyper transversale. C'est-à-dire que dès qu'on prend soin d'un public particulier, et dès qu'on met l'attention sur un public à besoins spécifiques, si les actions sont bien menées, vraiment, là, le ruissellement, ça existe dans ce sens-là, en fait, et ça existe vraiment au profit de tous les enfants, ça a été démontré. Gladys, vous avez le micro dans les mains depuis un moment et on vous écoute. Merci. Je voudrais poser une question à M. Pierre. Tout à l'heure, je suis très d'accord avec vous quand vous dites qu'il est important de faire des plaidoyers à l'international, mais très fondamental aussi de faire des plaidoyers au niveau national pour que les dirigeants puissent formuler des demandes qui ne soient pas des réponses à des besoins justes, mais qui prennent en compte une approche beaucoup plus globale. Si des jeunes veulent faire le plaidoyer à l'international, comment est-ce que l'AFD compte soutenir ces jeunes-là? Parce que le besoin, il est là, il faut faire ces plaidoyers. Comment vous comptez soutenir ces jeunes? Merci. Alors, vous posez une question un peu, pas compliquée, mais... Parce que l'AFD ne fait pas tout. Par contre, l'AFD, elle a une responsabilité. Moi, c'est un peu la responsabilité de la division que je dirige. C'est de faciliter un dialogue société civile en France et avec nos partenaires dans les pays d'intervention. Et dans ce cadre-là, il y a une, je sais pas, je pense qu'on doit financer à peu près 100 organisations par an ou 90, et c'est l'équivalent de peut-être 1900, je crois, organisations locales soutenues par effet de cascade. Ces organisations, c'est quoi ? C'est des organisations dans le secteur de la santé, de l'agriculture, ça touche à différents sujets. Donc il s'agit bien de structurer ces éléments de dialogue et de renforcer les capacités de ces organisations pour leur permettre de devenir interlocuteurs, pas simplement de l'agence. L'agence, c'est pas en soi... c'est pas la fin en soi. La fin en soi, c'est les politiques publiques, c'est les États concernés, c'est la possibilité de voir ces politiques publiques évoluer. Donc, il y a différents... Je ne vais pas rentrer dans des trucs mécaniques, hein, mais il y a différents dispositifs, que ce soit au niveau des ambassades, avec des fonds dédiés, etc. Alors, ils sont parfois thématisés, ils ne sont pas automatiquement sur les questions de protection de l'enfance, mais c'est bien une histoire de dialogue au niveau des postes, au niveau des agences, avec nos partenaires, qui font émerger. Parce qu'il y a aussi ce côté dynamique, hein, la demande, et qui nous amène à penser comment l'accompagner.
Moi, je le vois sur des programmes concertés pluriacteurs, ce qu'on a été amené à accompagner dans différents pays, qui touchent au handicap, à la jeunesse, et où on a accompagné le dialogue de politique publique avec la société civile sur ces sujets-là. Bon, voilà, donc bien sûr qu'on n'est pas partout, bien sûr qu'on ne couvre pas tous les besoins, mais il y a possibilité d'imaginer des choses. Il ne s'agit pas simplement de recevoir des projets qui se ressemblent à longueur de temps. Le projet de Talibé que vous avez décrit sur les enfants talibés, il attire un petit peu notre attention quand on a parlé de ce pays-là, parce qu'il donne à voir une réalité inconnue, souvent pour les acteurs étrangers. Pour des questions de représentation culturelle, d'accès, voire de capacité d'un État à adresser ces besoins spécifiques. C'est bien une organisation comme le Secours islamique qui l'a pointé du doigt. Donc c'est bien une histoire d'aller-retour, d'alerte, de proposition de projet qui nous permet d'ajuster quelque part les approches. Une dernière intervention peut-être, puisque le temps est écoulé. Bonsoir. À vous l'honneur. Michel Bess du mouvement ATD Carmonde, volontaire permanent. Le mouvement ATD Carmonde qui a eu la chance, avec vous, messieurs de l'AFD, d'inventer un nouveau métier en République centrafricaine en plein conflit, le métier de médiateur social, en collaboration avec l'Agence centrafricaine de formation professionnelle. Aujourd'hui, des jeunes centrafricains forment leurs amis à la médiation sociale et culturelle, et avec la chance de pouvoir participer avec SOS Village d'enfants, avec le groupe Enfance, à la DCA, de la Convention aux actes, pour remettre avec vous tous ces actes qui étaient demandés. Nous avons découvert, et Laura, vous l'avez mentionné, nous avons découvert avec stupeur qu'en Centrafrique, comme dans bien d'autres pays, des enfants peuvent accéder au savoir, à l'imagination, à travers les bibliothèques de rue, par exemple, du mouvement ATD Carmonde et de sa branche enfance, Tapori, et qu'à l'âge où ils atteignent le CM1, et qu'au CM2, il faut présenter un état civil pour pouvoir passer l'examen et entrer en 6e, bien ce n'est plus possible parce que cet état civil, il n'existe pas. Et nous avons découvert, grâce à Laura et à son plaidoyer avec le Secours islamique, que bien des enfants comme Idrissa, avec qui je faisais la bibliothèque de rue à 20 km de Bangui pendant bien des années, eh bien, il n'entrera jamais en plus haut que le CM1. Cette action pour la documentation et l'état civil est un continent inconnu. Des parlementaires français s'y attaquent. Nous avons, grâce à Laura Le Floch et à Mélanie, pu assister à une séance à l'Assemblée nationale, une séance d'un film qui a été produit et qui permet à des parlementaires français de se saisir de la question. Pouvez-vous, à votre niveau, à l'AFD, être un levier de pression pour que ce continent inconnu des enfants non documentés puisse être enfin un continent connu de nous tous? Merci. Ouf que j'ai rencontré les gens qui ont fait ce film, moi personnellement la semaine dernière. Voilà. Et c'est vrai qu'ils pointent du doigt une réalité qui est l'état civil dans un certain nombre de pays, notamment africains, mais pas uniquement, que c'est un vrai sujet de politique publique. Et donc le plaidoyer qu'ils portent vise à ce qu'un certain nombre d'États s'en saisissent. C'est-à-dire, c'est pas l'AFD. Un certain nombre d'États, notamment africains, qui sont confrontés à ces situations, doivent s'en saisir et doivent être accompagnés pour ça. Ils seront accompagnés par des organisations de la société civile ou par d'autres opérateurs. Mais vous avez raison, c'est un élément très éclairant quand on parle de protection de l'enfance. Est-ce qu'on existe ou est-ce qu'on n'existe pas? Et après, peut-être juste une remarque sur la démarche d'ATD. Il se trouve qu'on est dans un dialogue avec vous autour de comment on donne la place, c'est pas bien dit, mais aux personnes directement concernées, aux bénéficiaires, ou peu importe, dans les processus d'évaluation. C'est la démarche que vous portez en France, mais il y a tout un travail qui va être, j'en profite, partagé prochainement ici avec vous et d'autres partenaires, autour des évaluations de projets. Alors, je le dis parce que c'est quand même un élément central. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de la place, on va dire, des personnes directement concernées, votre interpellation de notre collègue du Bénin. Mais la question de comment on évalue,
pose de façon centrale la place de ceux qui sont directement concernés. Et la démarche portée par ATD avec d'autres, mais elle est très intéressante parce qu'elle vient questionner la manière dont on conduit beaucoup les évaluations, de façon très descendante, de façon froide, sur des indicateurs quanti. Et donc voilà, donc je le dis, et regardez quand ça sera organisé, mais cette séquence-là sera intéressante aussi au regard de la discussion qu'on vient d'avoir sur la place d'un segment qui sont les plus jeunes. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à poursuivre les échanges de manière plus informelle. On va pouvoir se lever. Donc, merci à tous les trois, puis merci à tous les 6, en fait, d'avoir été nos panélistes ce soir. Et merci pour... pas pour moi, hein, les applaudissements, c'est pour vous. Et merci à Anna Lensner pour cette facilitation graphique. Voilà, c'est toujours bien. Merci beaucoup et bravo. Hein. Et d'autres. Alors, vous allez pouvoir nous présenter une mini conclusion avant le cocktail. Alors, toute petite promis. Je reviens juste sur les planches que vous n'avez pas vues sur la partie réaction et sur les points que, en tant que non spécialiste du sujet, je retiens. Donc, ont été évoqués la question de l'absence de droits de l'enfant dans la stratégie globale sur les droits humains, la question de l'importance d'investir sur ces enfants qui sont en fait de futurs adultes et qui ont besoin d'une prise en compte de leurs droits maintenant pour faire les citoyens de demain, l'importance de faire une priorité de cette question-là, et puis la question de l'acculturation des institutions à l'approche par les droits de l'enfant via la formation des agents, notamment des institutions. Et enfin, la création d'indicateurs pour évaluer cette évolution. Et une dernière partie sur la partie questions où je vous synthétise les 4 questions qui ont été évoquées. La première sur quid d'une approche européenne avec une réponse partielle. Difficile de se mettre d'accord, mais c'est un vrai sujet, mais bon. Et la question du handicap, qui évidemment fait partie des sujets et qui est à inclure dans les indicateurs, comme vulnérabilité supplémentaire au fait d'être déjà un enfant. Et puis enfin la question de comment soutenir le plaidoyer des jeunes qui s'engagent pour faire respecter leurs droits. Et donc via notamment bien sûr le financement des ONG, des associations, et notamment des associations de jeunes qui portent leur voix. Et puis enfin il y avait la question de l'état civil, avec en réponse un accompagnement des États concernés à se saisir de la question pour progresser là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anna. Alors, 2 choses à rajouter avant le cocktail. D'abord, il y a l'exposition Objectif Enfance qui fait le lien entre droits des enfants et ODD. Et c'est important aussi de la regarder. Vous allez aussi avoir des jeunes gens qui font partie du plan des jeunes, conseil consultatif des jeunes qui sera présent pour vous poser des questions. Ils sont là derrière, vu des mains se lever et faire des petites interviews. On a parlé d'expression, et bravo, on a parlé d'expression des jeunes, mais ça en fait partie. En France, on a une semaine des médias à l'école, c'est très important aussi comme formation, donc je vous demande d'être très gentil avec eux, et je pense que vous le serez évidemment. On va suivre après cette soirée le travail des associations du groupe Enfance, l'évolution de ces plaidoyers, votre travail aussi à vous. Moi, je suis toujours ravie de participer à des événements sur les droits des enfants et l'action internationale. On n'en parle pas assez en France, on en a bien parlé ce soir. J'espère pouvoir prochainement porter cette question dans les médias. Merci beaucoup à tous.